Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma journée tranquille en promenade à Montréal que je fais au moins une fois par mois. En fait, je l'ai filmé à la fin, toute fin mois de mars, parce que j'avais d'autres projets pour le mois d'avril. Je fais le petit tour chez Olive et Gourmando pour prendre un excellent café, comme d'habitude. Quand je suis aux alentours, j'en profite toujours. Après, je fais le tour dans leur boutique juste à côté. Et ici, tout est prêt pour la plantation des arbres et dans nos jardins. Et je suis toujours fascinée par cette collection des souris mini. Puis c'était prête pour envoyer pour l'été, j'imagine. Mais c'est le Pâques, puis petit lapin se repose encore. Et quand je suis sortie, donc j'ai vu qu'ici, c'était une ancienne boutique. Maintenant, c'est l'Alliance française de Montréal. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça va être? J'ai hâte de découvrir. Après, sans vraiment le but précis, je me suis promenée dans mes endroits préférés en Vieux-Montréal. C'était tranquille, c'était tôt le matin et il y avait personne encore. Et j'adore toujours toutes ces bâtisses anciennes, cette architecture, tous ces détails qui restent encore, qui se conservent. Et j'espère que ça va se conserver bien longtemps possible. Et après, donc vraiment, je savais pas où aller, quoi faire. Pour me promener, où aller. D'habitude, j'aime beaucoup visiter des expositions, des musées. Et finalement, j'ai décidé d'aller à mon musée préféré à Montréal. C'est le musée de Pointe-à-Calière, exposition de Sherlock Holmes. Et au début, j'hésitais parce que je sais pas pourquoi. J'ai pensé que c'était pour les enfants parce que j'adore Sherlock Holmes. J'ai tout lu. C'était mon personnage fétiche de mon adolescence puis de ma jeunesse. Que je suis contente de venir à cette exposition. Écoutez, c'était une exposition absolument à couper le souffle. C'était tellement bien fait, mais je suis jamais déçue dans tous les cas de toutes les expositions de Pointe-à-Calière. Mais cette exposition, vraiment, ça m'a chaviré, comme on dit ici, parce que moi, je connaissais pas grand-chose à propos de Arthur Conan Doyle, de Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. Je connaissais en gros détail sa biographie, mais il y avait beaucoup de choses qui m'ont échappé et j'ai découvert plein de choses à propos de lui et comment il écrivait son histoire de Sherlock Holmes. Et en fait, c'est en mars 1886 que Arthur Conan Doyle a écrit son premier roman qui s'appelait Une étude en rouge, où il décrivait un détective brillant et énigmatique qui va devenir la légende dans le monde littéraire.
Et d'ailleurs, une étude en rouge, première histoire de Sherlock Holmes, était publiée dans le magazine britannique. Et aujourd'hui, il existe seulement 11 exemplaires intacts de ce magazine. Et en fait, c'est l'une des publications les plus rares au monde. Et ici, on entre vraiment dans l'univers fictif de célèbres détectives et surtout dans l'époque victorienne, avec toutes ces réalités sociales, scientifiques, technologiques, des documents, comme ici par exemple, c'était les premiers livres qui étaient publiés à Toronto. Puis il me montre vraiment cette époque victorienne du 19e siècle, quand les villes commençaient à se peupler, quand la criminalité commençait à augmenter et ça prenait des détectives, des policiers, comment s'était créée la police, les détectives, le développement. Ici, vous voyez, c'est la première édition en français de Sherlock Holmes. Et ici, c'est le bureau de Conan Doyle où il écrivait. Et pendant ses études à l'université en médecine, c'est docteur Joseph Bell puis sa méthode qui l'a inspiré à créer le personnage de Sherlock Holmes. Et je ne savais pas, mais Arthur Conan Doyle était un grand voyageur. Il a fait plusieurs voyages et il a fait 4 voyages au Canada. Il a visité Niagara et plusieurs villes canadiennes et il a passé aussi par Montréal. Puis il a même écrit ici, regardez, Aude à Montréal. Il a visité Montréal. Et ici, on peut voir ses notes qu'il écrivait pendant les voyages. Ça aussi, c'était incroyable de voir son écriture, son carnet de notes. Et son premier voyage au Canada, il l'a fait en 1894. Ici, vous pouvez voir tout ce trajet, le trajet de son voyage. Et ce qui était intéressant, qu'il a fait son voyage un an après avoir laissé Sherlock Holmes en mourir dans sa nouvelle, Le Dernier Problème. Vous vous souvenez quand il tombe avec Moriarty dans les chutes de Reichenbaum. Et donc, c'est sûr que les gens s'inquiétaient, puis ils se demandaient est-ce qu'il va y avoir une suite. Et ici, c'était écrit dans une des notes qu'il y avait des journalistes et publics qui lui posaient cette question est-ce qu'il y aura un jour d'autres histoires de Sherlock Holmes. Et quand il est revenu après à la maison, donc avec toute cette pulsion de la population, puis des gens qui lui écrivaient. Donc, il a recommencé, il a écrit le prochaine aventure de Sherlock Holmes, donc, et ça a continué. Voilà, c'était une histoire aussi très intéressante que je ne connaissais pas. Et après, c'était l'histoire de Scotland Yard et des policiers londoniennes qui s'appelaient en fait Bobby. Bobby's, découlant de Bobby, qui était le surnom de Sir Robert Peel, qui a créé la police moderne en 1829. Et en fait, pourquoi ça s'appelait Scotland Yard? Mais parce que la première force policière municipale se trouvait dans la rue Great Scotland Yard, qui est devenue celui de la force policière et entrée dans l'histoire grâce à Conan Doyle. Et ici, vous voyez le fameux emblème de l'agence détective Pinkerton qui a été créée par Alan Pinkerton à Londres et dans les années 1850, il a ouvert ses portes à Chicago, aux États-Unis. Et au début, c'était pour protéger le réseau ferroviaire américain qui était en pleine expansion, mais après, il est éteint rapidement pour toute la planète et ce logo de l'agence qui montre un œil sévère au-dessus des mots We never sleep, nous ne fermons jamais l'œil. Et ça donnait la naissance à l'expression private eye, donc qui signifie détective privé. Et ça aussi, c'est entré dans l'histoire du monde entier.
Et après, une grande partie de cette exposition était consacrée à toutes les nouveautés, puis les nouvelles découvertes de cette époque, à tout ce qui était botanique, photographie, cosmétique, communication, balistique, tout ce qui ont permis de développer les méthodes d'enquête pour retrouver les criminels et découvrir les crimes. C'était aussi très intéressant, tout ce qui était télégraphe, téléphone, microscope en détail. On pouvait même essayer ici l'alphabet de Morse. C'était aussi très intéressant parce que on voyait comment c'était fait à cette époque. Et après, on se retrouve à Montréal de 19e, 20e siècle. Et ici, on nous montre la figure de Silas Carpenter qui était nommé Sherlock Holmes local et aussi le créateur du premier laboratoire médico-légal en Amérique du Nord, Wilfrid Derham. Et après, donc, on voit Montréal de la fin du 19e siècle avec ces quartiers qui se développaient, qui se peuplaient, qui apportaient aussi la criminalité et dont les policiers, les détectives devaient faire face. Et ici, c'était ma partie préférée. Ils ont créé le mythique appartement de 221B Baker Street où on peut imaginer Sherlock Holmes qui discute devant les cheminées ou qui est rempli avec toutes sortes de choses qui a besoin pour mener ses enquêtes ou pour faire ses expériences. Et vous savez que le mythique adresse à Londres, où le détective et son ami Watson faisaient ses enquêtes et habitaient, il n'existait pas au moment quand Arthur Conan Doyle écrivait ses romans. Et aujourd'hui, il abrite un musée de Sherlock Holmes. Ça aussi, c'est une histoire intéressante. Donc ici, c'était incroyable de regarder tout ça en détail. Ils ont créé vraiment ce monde incroyable des petits détails consacrés à l'époque de Sherlock Holmes.
et la scénographie de cette exposition était absolument incroyable. Donc, c'est comme l'ambiance vraiment de la période victorienne. C'était une époque quand les révolutions industrielles, l'urbanisation rapide, l'explosion des villes, tout se développait, ainsi que les journaux, la distribution des journaux, les nouvelles, les scandales. Et c'est sûr que les policiers, les détectives devaient faire face à toute cette nouvelle réalité de ce monde, et cette exposition montre tellement bien ce développement avec les petits détails que j'étais vraiment, encore une fois, je vous le dis, j'étais très, très impressionnée. Et ensuite, à l'autre étage, au deuxième étage, on pouvait voir l'enquête. En fait, on pouvait mener l'enquête, de découvrir le crime qui est comme s'était présenté, s'était produite. Puis ici, il y avait plein de choses vraiment à essayer, à toucher, à étudier encore, ou à propos des plantes, ou à propos comment ici le liquide peut changer la couleur, et pourquoi elle change la couleur, et comment on découvre les crimes et tout ça. Donc, c'était vraiment très intéressant comme exposition. Ici, vous voyez, c'était comme une machine pour produire diverses empreintes. Donc, il fallait lever le bas pour libérer le râteau, et après, on pouvait voir, produire les empreintes et observer toutes ces marques laissées. C'était assez impressionnant aussi comme création. En tout cas, cette exposition, c'était vraiment un vrai divertissement, puis c'était tellement soigneusement mise en scène, comment l'exposition racontait et la société, comment elle s'est développée et comment l'enquête se développait. Donc vraiment, chapeau aux créateurs de cette et créatrices de cette exposition. C'était hallucinant. Et après, oubliez pas que, comme dans chaque musée, dans cet musée aussi, il y a une excellente boutique. Maintenant, il y a plein de choses consacrées, bien sûr, à l'exposition, puis au monde de Sherlock Holmes, que vous pouvez trouver toujours ici, même après que l'exposition est déjà fermée. Malheureusement, elle s'est fermée vraiment la fin mars. Et ici, dans cette boutique, il y a toujours beaucoup de livres consacrés à Montréal, à son histoire, à l'histoire du Québec, à l'histoire du Canada. Et il y a beaucoup de choses ici vraiment à découvrir. Si vous cherchez des livres sur Montréal, c'est ici que vous devez venir, parce que ils ont vraiment une très bonne choix des livres sur cette magnifique ville. Et moi, je vais ici pour prendre un petit café, puis pour réfléchir à propos de tout ce que j'ai vu à cette exposition. C'est un nouveau café qui était ouvert, je pense, en été. Avant, il y avait un autre café ici qui s'appelait Versus, je pense. Maintenant, ça s'appelle Mama C. Il y a le restaurant à côté, absolument magnifique. Et ça, c'est un café, c'est tout nouveau. Vous pouvez prendre le petit déjeuner ici. C'est très tranquille, c'est très design. Et c'est très agréable d'être ici, puis prendre un petit café ou quelque chose à manger. Et pour terminer ma journée tranquille à Montréal, je vais ici. C'est une boutique qui s'appelle L'Affichiste. Il se situe toujours au Vieux-Montréal. Puis c'est une galerie unique montréalaise. Et avant, il y en avait plusieurs. Maintenant, je pense que c'est la seule qui reste, avec une impressionnante collection de plusieurs milliers d'affiches de la belle époque, design moderne, en tout cas de tout ce que vous voulez, des affiches des musées, des anciennes expositions. C'est très intéressant. Vous pouvez commander. Le personnel est très gentil. Ils vont vous répondre à toutes les questions. Voilà, c'est une autre boutique à découvrir en Vieux-Montréal. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine.